Le livre, c'est un rapport, un reportage d'un narrateur qui n'est pas nommé et qui doit décrire pour des lecteurs éventuels, qui doit décrire un lieu, un nouveau lieu qui vient d'ouvrir. Et on ne sait pas grand-chose de ce lieu, puisqu'il est un peu secret. Il a été créé sur une île au large de la Chine, entre Bornéo et la Chine, créé par un milliardaire russe. Et visiblement, c'est un nouveau parc d'attractions dont le thème, c'est le parc lui-même. C'est-à-dire que c'est un lieu qui rassemble toutes les formes de parcage et d'enfermement ludique ou politique ou militaire, mais tout est rassemblé dans un même lieu et tout est mélangé. Et donc le parc, c'est la description par ce narrateur de ce nouveau lieu. Donc c'est un voyage, un récit de voyage au fond, où on va décrire ce qui se passe dans ce lieu et les gens qui y vivent, son organisation, son créateur, l'architecte, les attractions. Et donc voilà, ça se présente comme un texte assez court, comme comme un rapport un peu officiel. Alors parfois il y a un ton un peu neutre dans le rapport officiel, et parfois le narrateur se laisse aller à une certaine fascination poétique pour ce lieu. C'est pas une dystopie, c'est-à-dire c'est pas la négation d'une utopie, c'est plutôt une utopie de la négation. Donc c'est une utopie qui utilise la négativité humaine, la violence, la concurrence, l'hostilité, le spectacle de l'horreur, qui utilise cette négativité humaine pour en faire un spectacle acceptable et une forme d'organisation sociale. Alors bien évidemment, comme ce livre se veut aussi une analyse de l'époque contemporaine, et dans ce lieu, il y a certains traits de notre monde contemporain que j'exagère. Moi, j'aime bien prendre des éléments du monde contemporain et utiliser un peu une esthétique de la provocation, de l'exagération, un peu une esthétique expressionniste pour forcer le trait, pour souligner au fond des aspects qui me semblent alors, c'est même pas condamnable ou pas, parce que je ne porte jamais de jugement au fond sur ce que je montre. Hein. Mon but, c'est pas de juger, mais de prendre des aspects négatifs, par exemple, le spectacle de la violence. Que ce soit le spectacle de la violence, même dans les aspects qui peuvent paraître les plus anodins, par exemple les jeux de télé-réalité, où il faut éliminer des candidats, où il faut justifier devant la caméra pourquoi on va éliminer un candidat. C'est une violence très forte. On utilise l'exclusion comme jouissance et le plaisir d'exclure l'autre, etc. Donc ça, bien évidemment, le parc joue de cette jouissance de l'exclusion. Tout ce qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre du Golfe, aussi tous les films sur les tortures, sur Guantanamo, sur Abu Ghraib, etc. Bien évidemment, j'utilise tout cet univers du spectacle, de l'horreur, etc. Parce que il y a toujours une sorte de jouissance à voir l'autre souffrir. Ça peut provoquer de la pitié, mais ça peut provoquer aussi un certain plaisir à voir cette souffrance d'autrui. Donc le parc utilise aussi cet aspect-là. Roland Barthes, qui était un théoricien de la littérature français, disait qu'aux États-Unis, l'érotisme était partout, sauf dans l'éros, sauf dans l'amour. Cet érotisme diffus a fait disparaître l'érotisme de là où il devait être, dans la sphère privée, cachée, secrète de l'érotisme européen, qui va être un érotisme d'un parcours initiatique pour arriver, alors qu'aux États-Unis, l'érotisme est un érotisme de masse de la sphère publique qui n'est plus présent dans l'éros. Alors le parc érotique en ce sens-là, il est tellement partout présent qu'il n'a même plus à être dans un lieu ou incarné dans une personne particulière.
Ah oui, tout à fait. En prenant ces deux personnages, là aussi, j'ai prélevé des aspects de l'imaginaire contemporain. D'abord, le milliardaire, voire même ce que j'appellerais l'hyper-milliardaire. C'est-à-dire, je suis en train d'écrire un livre, une sorte de fiction qui s'appelle Hyperluxe, justement sur ce monde des hyper-milliardaires. Parce que depuis 20-30 ans, il y a eu un développement exponentiel des milliardaires. Si les 95% de la population mondiale sont plutôt appauvris, même les classes moyennes européennes, leur niveau de vie a stagné, voire a reculé. Il y a 5% de la population, et pas simplement les nouveaux riches dans les pays émergents, même en Europe, aux États-Unis, qui se sont beaucoup enrichis ces 15-20 dernières années, et qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, et qui peuvent tous se permettre, effectivement, qui peuvent s'acheter une île, créer le parc, qui peuvent aller faire des voyages spatiaux. Enfin, ils ont tellement d'argent que la question qui se pose à eux, c'est que faire, puisque tout est possible. Que créer à partir du moment où il n'y a plus de limite. La limite est un excitant pour la création, mais quand il n'y a plus de limite, que faire? Donc là, bien évidemment, ce milliardaire a besoin de l'ingénieur Licht pour lui dire que faire avec cet argent. Donc, oui, c'est vrai que ces deux personnages qui ont un culte et surtout qui ont su créer une nouvelle mythologie, hein, de ce que j'appelle l'hyperluxe. L'hyperluxe, c'est pas tellement le luxe. On connaît le luxe traditionnel de l'aristocratie, de la bourgeoisie européenne ou américaine, etc., qui était Monaco, la villa, etc. Non, l'hyperluxe, il y a une montée en puissance. C'est plus simplement des choses belles, luxueuses, etc. C'est même au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc, au fond, on va passer du palace 5 étoiles aux 7, 8 étoiles. Et on va proposer des choses dans des hôtels à Dubaï, mais personne ne les utilise. Mais c'est simplement pour savoir que c'est là. Dans le luxe, il y a l'idée d'une jouissance. On va jouir du luxe. Là, dans l'hyperluxe, il n'y a même pas de jouissance. Donc ça devient un luxe qui est purement conceptuel. On jouit de l'idée que l'on pourrait avoir, etc. Et donc le parc, c'est au fond, c'est le concept qu'invente Licht pour Kalt, pour le milliardaire, mais qui est presque purement un concept lui-même. D'ailleurs, c'est pas dit que le milliardaire vienne sur cette île et jouisse de ce qui est proposé. Donc c'était effectivement un des traits contemporains, c'est cet aspect de ce que je nomme hyperluxe. Alors, c'est vrai que je suis écrivain et philosophe, et même je dirais que j'écris 3 types d'ouvrages. J'écris vraiment soit des ouvrages purement philosophiques, soit des essais sur la ville, sur l'époque, par exemple comme l'essai sur Las Vegas ou sur les motels américains, qui s'appelle Lieu commun, qui est traduit ici par Anagramma, ou alors de la fiction, comme Sphex, comme Le Parc, ou comme le dernier livre que je viens de publier, L'accumulation primitive de la noirceur. Donc ça, c'est la fiction. Et au fond, je combine les trois. Pour moi, ce sont les mêmes idées qui sont travaillées dans ces 3 médias différents, au fond, mais c'est jamais les mêmes formes. Ce sont mes mêmes obsessions. Enfin, je les travaille sous la forme philosophique à partir du concept, de l'argumentation conceptuelle, rationnelle, avec des thèses qui sont justifiées, qui s'enchaînent, qui développent des raisonnements. Et puis sous forme littéraire, bien évidemment, ces thèses ne sont plus des thèses, elles deviennent des motifs, des images, des ambiances. Et je travaille ces mêmes obsessions, soit sous une forme conceptuelle, soit sous une forme purement littéraire, métaphorique, sauf que parfois, je prends des fragments de philosophie que je mets dans les textes. Dans Le Parc, on pourrait extraire des phrases, on pourrait même extraire des paragraphes qui pourraient très bien être dans un livre de philosophie. Donc souvent, j'aime bien faire des textes barbares, des textes qui mélangent comme ça, éclectiques, qui mélangent les styles et qui mélangent les niveaux de lecture. On ne sait même plus si c'est une fiction ou un essai. D'ailleurs, très souvent, même en France, les libraires, comme les bibliothécaires, ne savent pas où mettre mes livres. S'ils doivent les mettre en essai, en philosophie, en fiction, ils ne savent pas. Parce que même dans les essais, parfois, je prends la parole en première personne. Dans Le Parc, il pourrait y avoir des passages qui pourraient être purement théoriques, influencés par Foucault ou Sloterdijk, etc. Donc j'aime bien dérouter le lecteur et faire des objets hybrides
et on ne sait pas ce que c'est, parce que c'est tellement calibré économiquement, je pense la pensée contemporaine, même la littérature contemporaine, que je trouve très conventionnelle, très traditionnelle. Les romans qui marchent, c'est vraiment écrit, mais comme au 19e siècle. Enfin, pour moi, c'est impossible d'écrire un roman qui raconte une histoire. Enfin, déjà, Valérie disait, c'est impossible, voilà, la marquise sortie à 5 heures. Enfin, c'est impossible d'écrire ça au 21e siècle, enfin, d'écrire des histoires traditionnelles où on va parler de la psychologie des personnages, on va décrire le lieu, etc. Donc j'essaie d'écrire des textes littéraires, mais qui inventent des formes nouvelles. Et une des formes nouvelles que je pense avoir inventées même en France, on pourrait dire, c'est la fiction philosophique. Donc c'est pas du roman philosophique, du roman à message, il n'y a aucun message dans le parc. J'utilise des morceaux philosophiques que je combine avec des ambiances littéraires pour créer des textes hybrides, c'est-à-dire des textes monstrueux, parce que quand on prend deux choses différentes, qu'on les met ensemble, c'est ça un monstre. Donc voilà, c'est une logique de l'hybridation. C'est comme Licht prend des éléments qu'il combine, moi-même je prends des éléments et je suis encore dans mon petit laboratoire. Donc oui, c'est une sorte de littérature expérimentale, d'apprenti chimiste, quoi. Donc je fais mes combinaisons comme ça, et puis parfois ça explose, parfois ça fait des formes bizarres. Et les livres, ce sont ces formes bizarres. Es todo, gracias. C'est tout, merci. Merci.